Salut Milan. Salut Kevin, comment ça va? Eh bien écoute, en forme. Il m'est arrivé des petites mésaventures pendant mon séjour à Paris, mais à part ça, tout roule. Ah, c'est le coup des clés pétées, c'est ça? Exactement. Alors, je sais pas si on peut monter un business en no-code qui permettrait de faire un truc sur le business des serruriers, mais vu le prix que ça m'a coûté, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais, bah, c'est un peu ce que je te disais finalement en off. En vérité, je pense que si tu veux monter un truc comme ça, version no-code, c'est hyper facile. Mais le souci, c'est que la première page de Google, je pense que les 7 premiers résultats, c'est que C'est que du de la paid. pub. Et Ouais. c'est que de la pub et tu vas regarder les résultats. Je pense que je pourrais faire. Attends, vas-y, tu sais quoi? Je vais le faire en live. Je vais sur KW Finder. Je fais genre serrurier. Vas-y, je te laisse faire la recherche et je fais la petite Vas-y. présentation des sujets du jour. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Eh ben, merci de nous retrouver pour ce nouveau petit live. Aujourd'hui, on a trois sujets. Alors, comme d'habitude, on a deux petits sujets qui sont des idées de business trouvées C'est par bon. Milan et moi qu'on avait envie de vous partager. Cette semaine, Milan, il va nous parler de one2all.io, qui est une marketplace de NFT en no-code, évidemment. Et moi, je vais vous parler de automatio.co, que tu connais bien, Milan, d'ailleurs, puisque quand je te l'ai pitché tout à l'heure, tu m'as dit que tu en avais déjà parlé dans une newsletter. Donc, c'est génial, parce que je pense que tu maîtriseras encore mieux que moi le sujet. Et, euh, et ensuite, le petit sujet du jour qui nous fait bien kiffer, parce que c'est un truc qu'on aborde très souvent, qui est l'association. Alors, il y a plein de contenus qui existent sur l'association. Le but, c'est pas de refaire le monde et de donner des règles absolues, mais on a deux visions qui sont pas toujours alignées avec Milan de est-ce qu'il faut s'associer avec qui, quand tu le fais, combien tu files de parts et comment tu te sécurises là-dedans. Donc, comme d'hab, on va échanger sur le sujet en espérant que ça t'apporte le plus de valeur possible. Bon, cool. Alors attends, avant qu'on démarre le premier sujet, parce que quand même, je suis allé voir, genre, là, je vois Serrurier Paris 14e. Combien tu penses que ça coûte en fait le CPC dessus? Le CPC, pour Ah, rappel, si vous ne savez pas ce que c'est le coût par clic. C'est-à-dire dès qu'il y a une personne qui clique sur une annonce payante de Google, ça lui dépense en fait une somme minimale. Et là, si la personne cherche serrurier Paris 14e, globalement, tu crois que ça coûte combien? ça coûte plus cher en plus dans le 14e que dans le 20e Ouais, où j'étais, ouais, à il y a mon des avis. trucs, genre, ils font des différences. Je Je sais pense que pas, les gens perdent plus leur clé dans le 14e. Peut-être il y a un truc à faire là. 14e, 30 ou 40 balles. Ouais, t'es un ouf, mec. Ça, c'est 121. Moi, je l'ai en dollars. 121 dollars. Oh. 121 dollars. Donc, en gros, ramené en euros, c'est une centaine d'euros le clic. Après, Ouais, mais si tu factures à peu près l'intervention en soir ou en week-end, parce que c'est souvent comme ça qui se passe, hein, tu rentres de soirée, t'as paumé tes clés. Bon, bah, globalement, si t'en as pour entre 500 et 1000 balles, euh, finalement, c'est une affaire qui marche, hein. Voire plus. C'est une affaire qui roule. Enfin bon, bref, je ne c'était. pas les prix, mais ça m'a coûté aussi cher que l'équipement de sport que je t'ai montré tout à l'heure que je me suis fait installer dans le salon. T'aurais pu t'acheter 2 équipements de sport, en fait. J'aurais pu m'acheter deux équipements de sport, punaise. Bon, c'est pas grave. C'était Bon, quand même allez, une on bonne idée à démarre. ta mère. On démarre. Alors, le premier sujet dont je voulais parler, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est un peu les sujets qui tournent en ce moment et ça m'a donné pas mal envie de creuser un petit peu le sujet. C'est le sujet autour des NFT. Je pense que tu vois ce que c'est en fait. C'est des actifs Yes. digitaux. Typiquement, bah, tu peux acheter un JPEG en ligne, tu peux acheter le code source en fait, le code source du web, le premier tweet qui a été fait par Jack Dorsey, etc. Enfin, c'est des choses qui se montent pas mal en ce moment. En règle générale, tu achètes ça donc avec de l'Ethereum. Je suis pas du tout un spécialiste en fait dessus, mais je voulais effectivement, j'étais tombé sur One to All, donc qui est en version bêta, et j'ai trouvé ça intéressant en fait parce que du coup c'est une plateforme qui a été faite en bubble. Je trouve que visuellement en plus le gars a fait un petit effort. Je trouve que bon, tu vois, c'est correct, on comprend bien comment ça marche. Bon, je l'ai testé, on est vraiment en bêta, tu peux pas y faire Hmm. grand chose. Donc c'est pas foufou.
Par contre, c'est hyper intéressant et je vous mettrai ça dans les commentaires. En fait, le gars a écrit un médium sur lequel il a documenté complètement ce qu'il a fait euh, sur cet outil-là et comment est-ce qu'il l'a fait en no-code. Donc, avec les différentes technos, parce qu'il n'a pas utilisé évidemment que Bubble, il a utilisé aussi d'autres technologies. Et j'avais trouvé ça en fait hyper intéressant, cette documentation. Attends, j'avais trouvé le Twitter du gars. Il s'appelle Andrew Chu. Et je mettrai évidemment le Twitter et la documentation du médium que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressante. Et j'avais trouvé le projet plutôt pas mal. Après, je pense qu'effectivement, au niveau de la communication, c'est un peu moyen. Je pense que Your NFT, Your Market, No Code, là, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas ce que No Code vient faire avec NFT. Enfin, en termes, en tout cas, de branding, moi, je comprends pas. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'il a essayé de faire en fait une sorte de OpenSea. OpenSea, c'est vraiment la marketplace pour vendre et acheter du NFT. C'est celle qui est vraiment la plus connue. Encore une fois, je suis pas un professionnel, donc il y en a sûrement d'autres qui sont plutôt pas mal. Bon, j'ai trouvé ça assez intéressant de se dire que finalement, avec les outils no-code, il y avait la possibilité de passer également du côté des NFT de ce genre-là et pas de rester finalement sur un peu des marketplaces à la Airbnb un peu classiques qu'on voit déjà et de se dire qu'on pouvait essayer de faire quelque chose autour finalement entre guillemets, de ce système décentralisé. Bref, l'idée me plaisait bien. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. C'était plus pour faire découvrir un projet. Je trouvais que c'était cool. Je ne sais pas si tu veux réagir sur le sujet, mais c'était vraiment sur le partage et ce que le gars a fait. Je ne sais pas du tout la pérennité du projet. Je vais suivre un petit peu parce que maintenant, je m'y intéresse de plus en plus finalement autour des NFT. Mais voilà, c'était surtout pour partager de la doc en fait autour et un nouveau projet comme on le fait. Bah, ce qui est intéressant, tu as raison, c'est de montrer que Bubble peut te permettre de faire plein de choses, hein. Nous, on réfléchit à utiliser Bubble pour faire la V2 de Dot Market, par exemple. Tout à l'heure, j'étais en call avec une plateforme liée à l'influence marketing qui est 100% bâtie sur Bubble et MemberStack, si je me trompe pas en termes de stack. Euh, Ouais, Tu vois, ouais, ok. enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que finalement, il y a plein de types de business ou de projets qui peuvent être créés avec cette techno. Après, il a un peu essayé de mettre tout dans le même truc, quoi. Tu mets NFT, tu mets marketplace et tu mets no code dans le titre. C'est un peu les trois trucs qui cartonnent en ce moment. Il aurait rajouté DAO ou DeFi et puis on avait tout fait, quoi. Il y a un côté buzz. La réalité, c'est peut-être qu'effectivement, je présente un projet qui est complètement bidon et qui n'aura pas de suite. Ceci dit, je pense que les points à prendre dessus, c'était premièrement que le gars a essayé de le faire et qu'il a documenté. C'est pas juste un projet qui vient se plugger genre comme ça et le gars a fait à la limite une DA qui est correcte. T'as l'impression que c'est un projet mais il n'y a rien derrière. Donc déjà, la documentation et le partage, ça, c'était vraiment bien. Et la seconde, je pense que ça ouvre peut-être la possibilité à d'autres personnes qui veulent peut-être se lancer vraiment sérieusement sur le NFT ou sur la partie blockchain, d'essayer de voir justement si il y a la possibilité d'adapter les outils no-code qu'on a actuellement pour justement partir et créer des projets avec des outils no-code. Tu vois, dans ma dernière newsletter, c'est un truc que je connaissais pas trop, mais j'ai lu un super article sur Free Code Camp qui parlait en fait de ce qu'allait être le web 3.0. On connaît le web 1.0 qui était plutôt le web statique, le web 2.0 qui était vraiment celui des réseaux sociaux, celui du partage d'informations et du partage de données, mais avec toutes les difficultés que ça entraîne en fait derrière autour de la privacy, autour de la sécurité des informations qui peuvent être détenues par un serveur ou un gouvernement, etc. Enfin, pas mal de choses et que le web 3.0 est en train de changer justement avec une vraie décentralisation qui est tout simplement le principe de la blockchain. Bref, je rentre pas plus vraiment dans le détail parce que l'idée, c'est pas de façon de faire tout un truc sur la blockchain et je suis pas sûr que je serais vraiment le plus qualifié. Mais je pense qu'aujourd'hui, par contre, ça montre deux choses. C'est soit, en fait, on a des outils actuels qui vont nous permettre, enfin, des outils no-code actuels qui vont nous permettre d'aller sur cette blockchain et vraiment de créer des projets, on va dire, 3.0
soit sinon, il y a encore des outils no-code à inventer pour aller sur ce web 3.0. Et là, ça ouvre des opportunités business, en fait, potentiellement intéressantes aussi. Donc, voilà, encore une fois, je jette un petit peu une pierre dans l'eau, espérant qu'elle puisse rebondir un peu. Peut-être que, toi, ça te donnera des idées, ou que ceux qui nous regardent, ça leur donnera des idées. Donc, n'hésitez pas à partager également vos idées sur ça. Mais voilà, c'était le petit sujet. J'ai pas grand-chose de plus à dire dessus, mais voilà, c'était. Moi, je pense qu'il faudrait juste le renommer. Je sais pas, je le renommerais bien, genre Micro NFT ou bien Tiny NFT. Tu vois? Tiny NFT. Toutes les marketplaces de vente, ce sera Tiny ou Micro, d'accord. Je te vois Ouais, venir. ouais, OpenSea, tu vois, c'est pour les gros NFT. Il nous faut une petite plateforme pour les petits NFT, quoi. C'est vrai. Après, la réalité, c'est est-ce que Dotmarket va pas, en tant que plateforme d'actifs digital, peut-être vendre un jour des NFT. On peut imaginer aussi que, tu vois, un actif digital, finalement, effectivement, un site internet en soi, c'est quelque chose, mais Mm. il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Et je pense que cette partie NFT qu'on soupçonnait pas il y a encore 2-3 ans, ça devient un véritable actif digital. Et aujourd'hui, si tu achètes 3-4 NFT qui valent peut-être pas grand-chose aujourd'hui, peut-être que demain, finalement, ça fera de toi quelqu'un de riche. Moi, je suis pas ultra spéculation sur ce genre de truc parce que, enfin, tu sais pas trop forcément où tu mets les pieds. Genre, well done pour les gens qui ont mis de l'argent, qui ont réussi à faire ça en termes de Bitcoin et tout. Moi, c'est pas trop ma manière entrepreneuriale de voir les choses, mais je trouve que par contre, le principe de la blockchain est vraiment quelque chose d'extrêmement brillant Ouais. et vaut le coup d'être creusé, et notamment avec des outils no-code, pour ma part. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'un jour, il y en aura sur d'autres markets? J'y ai déjà réfléchi, hein, pour être honnête, parce que c'est vrai que c'est un actif digital dans toute sa splendeur, mais ça se rapproche beaucoup plus de l'art, en tout cas sur le NFT, facilement compréhensible. Mais je suis tombé sur un article vachement intéressant la dernière fois, ou une thread Twitter qui reprenait un petit peu toutes les utilisations du NFT. Et par exemple, la levée de fonds, tu vois, de Sorare, Ouais, euh, typiquement, c'est une association de tokens, de gamification, d'art, de communauté. Enfin, il y a plein de choses qui étaient super bien décrites par la personne qui partageait ça. Je ne l'ai plus en tête, mais si je le ah, c'est retrouve, dommage. Si tu le retrouves, on le mettra en lien. ouais, Ça, je pense que c'est intéressant. exactement. Et c'était quelqu'un qui décrivait un petit peu toutes les utilisations possibles de la blockchain et justement de ces NFT, et qui expliquait que les plus beaux business du moment, par exemple Sorare, qui a fait beaucoup parler avec son énorme levée de fonds, Mm. faisait en fait une utilisation vraiment multiple et très complémentaire de l'aspect des NFT et de la blockchain, pour que ça soit à la fois utile, à la fois entertaining, à la fois financièrement intéressant, à la fois spéculatif. Tu vois, il y avait tout un mix. Et vendre purement des œuvres d'art ou NFT sur Dot Market, par exemple, aurait aucun intérêt. Mais peut-être que demain, il y aura euh, des communautés business, ou bien des business bâtis sur la base de NFT ou de blockchain, qui, eux, auront tout à fait leur place sur Dot Market. Tu vois. Après, à voir, hein, parce qu'on ne sait jamais de quoi le futur est fait. Tu vois, ça aurait pu être une news, mais ça n'a rien à voir avec le no-code. Mais Flippa a levé 11 millions de dollars la semaine dernière euh, pour, euh, pour renforcer leur position de plateforme numéro un en termes de volume, en tout cas. Pas forcément en termes de perception, mais en termes de volume sur e-commerce, SaaS, newsletter, etc., etc. Bah, tu vois, peut-être qu'un jour, des grosses plateformes comme ça ouvriront les portes, et ça sera des bons indicateurs pour des plus petits acteurs comme nous en France, peut-être de se dire, bah, tiens, s'il y a des grosses plateformes qui commencent à l'intégrer, comment ils le font, avec quelle stratégie, et voilà. Mais pour l'instant, c'est pas encore le sujet. On se focalise sur les sites internet Ok, et les petits très bien. business. Ça, d'ailleurs, on en parlera d'un, parce qu'aujourd'hui, on doit passer en phase de pré-audit d'un business que fait sur du no-code et qui est vraiment top. On en reparlera, mais Trop peut-être que bien. si on arrive à le mettre en vente et si on est autorisé à en parler, ça pourrait être un sujet qu'on évoquera dans le futur. Génial. Et en tout cas, de sûr, on parlera de la vente, parce que ça serait le premier vrai gros projet de no-code qu'on mettrait en vente sur notre market. Trop bien.
Ouais, bon, bah alors j'espère que cet épisode va avoir lieu. On croise les doigts pour que ça se passe bien alors. Yes. Eh ben Écoute, écoute, 15 minutes, je te propose qu'on passe au petit sujet suivant. Du coup, tu avais un truc ouais, à me partager. ouais. Et ben moi pareil, tu vois, je suis tombé dessus et alors tu m'as dit tout à l'heure que tu en avais déjà parlé dans ta newsletter, donc c'est génial. Finalement, ça va être, tu vas un peu pouvoir en parler beaucoup plus que moi, mais pourquoi je suis tombé dessus? Hop, tiens, c'est automatio.co, avec une promesse, tu vois, et hop, le petit no-code qui est bien placé sur la fiche. Euh, bon, moi, je suis une bille en code. Je le sais, on en a déjà parlé. Dès qu'il faut que j'aille même scraper un truc, c'est compliqué. Et pourtant, souvent, sur un site ou un autre, ça m'intéresse d'aller chercher des solutions sur, tiens, comment scraper une database d'éducateurs canins, comment scraper une database de professionnels dans tel univers pour créer un petit annuaire ou quoi que ce soit. En ce moment, je suis dans la thématique rencontre, tu vois, sur comment aller scraper les sex shops par ville pour faire un annuaire de sex shop. Enfin bref, plein de trucs, plein de trucs fun sur lesquels on peut jouer, quoi. Bref, le web est Il n'y a magnifique. que sur No Code and Money que vous voyez ça. Il n'y a que dessus que vous pouvez voir ce genre de truc. Abonnez-vous en masse. On est au début. On partage sans aucun problème même les business les plus chelous sur lesquels on est amené à réfléchir. Et bref, en cherchant une solution de scrapping, j'étais tombé sur un truc il y a quelques mois qui était une solution. Bah pareil, techniquement, c'est du no-code, tu vois, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était quoi Mais la je t'avoue solution que que tu avais avant? franchement, je sais même plus. C'était. Je sais plus. Je l'avais vu passer sur LinkedIn. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal d'autres quand même, hein, d'autres. Ouais. Mais Il y en a visiblement, vraiment beaucoup. c'était pas satisfaisant en tout cas pour ce que tu avais. Bah, j'ai pas réussi en fait à l'utiliser correctement. Tu vois, même en suivant les tutoriels. Alors encore une fois, hein, peut-être que je m'y prends mal, mais tu vois, il y avait quelques éléments de compréhension de la structure de la page d'un point de vue technique et autres que j'arrivais pas à intégrer. Et je suis tombé là-dessus la semaine dernière, lié à mon projet de scrapping de Mm. magasins spécialisés. Euh, je l'ai pas encore testé. J'avoue l'épisode, ta proposition de faire l'épisode est tombée avant que j'ai eu l'occasion de le tester parce que j'aurais bien Ok. eu envie de faire un feedback plus complet sur tiens, Matt, j'ai trouvé un outil no-code de scrapping et j'ai réussi à faire mon scrapping. Mais vu que tu m'as dit que tu en avais déjà parlé dans ta newsletter, je me suis dit que j'allais quand même l'intégrer et que peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus. Alors, en fait, non, je t'avoue que j'ai pas eu le temps de le tester. En fait, ces outils-là, je les trouvais très très cool. En fait, moi, j'ai commencé plutôt à la base avec en code. Ça m'intéressait de voir comment est-ce que vous pouvez coder ça. Et en fait, pour faire ça, il faut utiliser, je crois que c'est une librairie qui s'appelle Selenium. Et donc, du coup, j'avais commencé à regarder ce que c'était. C'était possible à faire en Python. J'ai aussi regardé. Donc, j'ai fait quelques trucs effectivement dessus. Et bon, j'avais réussi à pas trop mal m'en sortir, mais finalement, je suis jamais allé au bout d'un projet. C'est comme pas mal de projets que tu fais. Et le côté scrapping, en fait, je le trouvais hyper intéressant sur sur plein de sujets différents. C'est vrai que j'étais tombé dessus et j'ai trouvé que, en tout cas, la vidéo tutoriel qui proposait était plutôt assez sexy sur la manière d'envisager les choses avec des blocs que tu relis les uns entre les autres et finalement qui faisait très no code et on retrouve exactement ce qu'on avait aujourd'hui. Je peux pas vraiment t'en dire plus parce qu'effectivement, j'ai pas testé. Après, je sais pas si tous ceux qui nous regardent en fait savent ce que c'est que le scrapping. Mais alors, le scrapping, c'est pour essayer finalement sur un site internet d'aller récupérer une ou plusieurs informations qui sont pas directement disponibles via une API. Par exemple, imaginons que vous arriviez en fait sur TripAdvisor et que vous ayez besoin de récupérer toutes les photos qu'ils ont sur la Grèce et vous voulez récupérer tous les hôtels en Grèce. Bien évidemment, TripAdvisor, eux, c'est leur actif, donc ils ne vous donnent pas accès à ces photos-là. Par contre, vu qu'ils sont affichés sur le site internet, si jamais vous utilisez un scrapper, comme celui par exemple d'Automatio,
et ben vous pouvez aller récupérer ces images-là en les sélectionnant et ensuite le scrapper va faire en sorte d'aller visiter toutes les pages où il y a présent hôtel et Grèce. Il va vous récupérer toutes les photos, va vous les mettre dans un dossier et ça sera à vous ensuite de les exploiter. Et donc ça, c'est intéressant. Effectivement, j'ai pris un exemple peut-être un peu simple, même si aujourd'hui, je pense que scraper TripAdvisor, c'est quand même un peu chaud parce que sûrement Quelques avoir un sécurités. outil bien accroché. Mais globalement, c'est peut-être envisageable. Moi, en tout cas, je l'ai jamais fait. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour essayer d'aller récupérer peut-être des adresses mail, des noms. C'est quelque chose qui se fait par exemple pas mal sur LinkedIn. Bah, tu vois, j'étais en train de tourner là, aujourd'hui une autre vidéo sur Phantom Buster et la manière d'aller justement scraper des résultats en fait d'un post LinkedIn pour essayer de récupérer ces informations, les traiter et pouvoir ensuite les utiliser pour les utiliser pour, par exemple, faire du mailing ou faire du Facebook Ads. Voilà, et ça, je trouvais que c'était des utilisations finalement qui sont assez classiques du scrapping. Mais finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas tant de personnes finalement qui savent exactement ce que c'est ou qui savent en faire. Toutes les bons gros hackers, évidemment, ça n'a pas de secret pour eux. Mais sur la plupart des autres personnes, peut-être que ce n'est pas forcément connu. Et je pense qu'effectivement, des outils comme Automatio probablement peuvent aider à contribuer à ça. Je sais que quand je l'ai publié sur ma newsletter, les gars m'ont mis un petit mot sympa sur Twitter. La réalité, c'est que regarde du taf que j'ai en ce moment, j'ai pas eu le temps de tester. My bad, mais en vrai, il y a quelque chose à faire. Donc, on refera un petit retour à la limite dans un prochain épisode Ouais. si on a un de nous deux qui a réussi à se faire un truc un peu sympa dessus. J'ai pas regardé le pricing non plus. Alors, il est pas Pricing. visible, il est pas Ah ouais. visible en front, mais par contre, tu vois sur les screens qu'il y a un système de crédit. Donc, c'est ça que Ouais. j'ai trouvé aussi intéressant à partager aujourd'hui, c'est qu'on est sur un business qui est bâti en no-code, qui te permet de faire des choses sans avoir à mettre les mains dans le code toi et scraper, c'est pas du code, mais tu vois, pour moi, c'est déjà une partie un petit peu technique trop avancée, donc Bien sûr. j'imagine que ça l'est aussi pour beaucoup de gens. Euh, et qui en plus a un modèle économique. Alors, où est-ce qu'ils en sont d'un point de vue économique? Évidemment, comme à chaque fois, c'est difficile de te le dire et voilà. Mais en tout cas, il y a les trois briques qu'on aime bien voir, bâties en no-code, fait pour les gens qui maîtrisent pas le code et avec un modèle économique qui fait qu'a priori, ils tournent et ils arrivent à vendre des crédits. Donc, voilà, petit case study. Bah, du coup, vu qu'aucun de nous deux a réussi à l'utiliser, c'est plus projet, inspiration et petite idée ou illustration de ce qu'on peut faire en no-code pour gagner du money. Et puis, si j'ai l'occasion de le tester, de le mettre en... Ça va être prévu, hein, je vais essayer de le faire dans les jours qui viennent, on pourra en reparler. Ok, trop cool. Ça donnera un bon aperçu. Et honnêtement, enfin, pour ceux qui nous regardent et qui s'intéressent à ça, essayez d'aller voir. Il y a d'autres, il y a vraiment d'autres outils aussi qui font ça. Si jamais, enfin, je trouve que pour progresser en marketing et enfin tout ce qui est growth hacking, finalement, pour moi, c'est quand même du marketing finalement Mm. avancé. Globalement, je trouve que le scrapping, c'est vraiment euh, une des méthodologies ou en tout cas un des outils à vraiment maîtriser si tu veux vraiment passer une étape supplémentaire pour devenir Mm. bon en fait. Je pense que et c'est vrai que typiquement c'est quelque chose qui est ou alors j'ai peut-être pas fait les bonnes écoles, mais j'ai pas l'impression que c'est des choses qui sont montrées vraiment en école en fait. On en parle pas trop. C'est vraiment des trucs. J'ai l'impression qu'on en parle sur Internet, mais tu vois, il y a ça se trouve pas j'ai l'impression dans les cours de marketing ou Ah, même dans les cours techniques ouais, bref tu vois pour le coup on en parle peut-être pas tellement après bon j'ai pas fait j'ai pas fait toutes les écoles du monde donc j'en sais rien mais j'ai l'impression que c'est un peu le truc tu sais un peu caché tu sais pas trop euh, c'est compliqué en fait je trouve le scrapping parce que c'est hyper utile, mais si jamais tu prends les mauvaises données et que tu exploites ces mauvaises données, ça peut se retourner contre toi parce que juridiquement, tu n'as exactement. pas le droit de les exploiter. Peut-être que c'était quand même Je crois ça que au c'est ça moins le à ajouter sujet. à la conversation. C'est que globalement, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le RGPD et même avant, il y avait quand même des lois. Et finalement, tu ne peux pas scraper n'importe quoi Non, ou en tout cas, si tu peux scraper n'importe quoi, tu n'as pas le droit de l'utiliser n'importe comment. Donc, exactement. renseignez-vous quand même un peu, quoi.
Exactement. Et je pense que c'est plus ça le point clé, c'est que c'est toujours une question de comment tu l'utilises. Tu vois, c'est comme l'outreach pour obtenir des liens. Si tu commences à spammer tout le monde, c'est pas forcément très qualitatif. Mais si tu fais un outreach qualitatif, ça peut payer. Le scrapping, c'est pareil. Tu peux scraper de la data à gogo, mais selon ce que tu en fais, ça peut être très vite te faire tomber dans l'illégalité. Donc, je pense que peut-être ce qui manque souvent, c'est la vision de l'utilisation éthique et stratégique de la data. Euh, Nous, par exemple, tu vois, sur ce projet-là, pour t'expliquer un petit peu le truc, c'est basé sur une vidéo SEO sur laquelle je suis retombé d'un mec qui s'appelle Asynchrone, c'est un surnom évidemment, hein, qui fait une vidéo où il explique comment il obtient des liens en faisant un outreach auprès de professionnels de l'univers de sa thématique. Et il crée un annuaire avec, et ensuite il communique avec eux et il fait de l'échange de liens stratégiques. Et Ok. typiquement, tu vois, ça commence par un scrapping et c'est du B2B, puisque c'est d'un site professionnel à d'autres sites professionnels. Donc, tu as le droit d'utiliser la Ouais. data si ça n'a pas bougé. Euh, et du coup, le scrapping lui permet d'accéder plus rapidement à la data. Mais ensuite, il y a une approche plus qualitative qui est d'envoyer de l'emailing qualitatif pour proposer quelque chose de qualitatif et de pertinent et déboucher finalement sur une obtention de liens avec un objectif de référencement. Et tu vois, et le scrapping, finalement, c'est l'outil qui lui permet d'aller plus vite. Et c'est ce que moi, je souhaite utiliser dans cette approche-là, puisqu'on est en train d'essayer de déployer son approche, qui est quelque chose, en plus, tu vois, moi, je le faisais en 2015, cette approche-là de lister Ouais. des professionnels d'un univers pour créer des annuaires. Mais typiquement, je le faisais à la main. Ah, hop, allez, on déroule, machin, truc. Donc là, bah, évidemment, l'idée, c'est de gagner un petit peu de temps, de passer par un outil. Et c'est ce qu'un outil de scrapping peut te permettre de faire si tu sais le maîtriser, c'est d'accéder à la data plus vite. Après, par contre, il faut avoir une stratégie d'utilisation de la data et si possible, une stratégie éthique et bonne pour ton Carrément. business, quoi. Carrément. Et c'est vraiment un truc à défendre à fond. Le scrapping, c'est juste un des moyens pour faire quelque chose. Automatio, c'est un outil pour mettre en œuvre ce moyen. Mais derrière, si vous n'avez pas d'idée ou pas de produit, bon bah globalement, tu geeks. Mais je pense que voilà, il Voilà. faut avoir une vision il faut avoir une vision pour faire ça. Enfin, ceci dit, c'est un truc assez marrant à faire que moi j'ai fait aussi aussi quelques fois et c'est très marrant. Essayez. Ah, il y a une petite satisfaction quand tu vois la data Ouais, s'afficher. Ça m'est ouais, pas ouais. arrivé très souvent. Moi, très souvent, j'ai eu que de la semi-data collectée. Tu vois, j'étais là, ah, ouais, pas mal, mais bon, c'est pas tout ce qu'il me faut. Mais j'essaierai avec Automation. Bon, on a fait le tour sur le sujet. On attaque Carrément. notre sujet du jour. Carrément. Sujet du jour, on a mis un peu de temps finalement, je me rends compte à le sortir parce que, parce que je pense pour pas mal de choses, c'est que l'idée, c'était pas vraiment de faire une conversation PMU, c'était vraiment d'essayer de voir si on peut apporter un peu plus de valeur. Et je pense que tu disais hyper bien en introduction, il y a déjà plein de choses qui ont été faites, qui étaient plutôt pas mal. Moi, c'est vrai que finalement, sur l'association, ce dont je me souviens, à titre personnel, c'est vrai que Oussama Hamar, par exemple, en parlait pas mal sur Coup d'État ou à The Family dans ses confs. Probablement qu'il en parle d'ailleurs mieux que nous, donc je vous laisse vous y référer. Mais c'est des choses qui nous arrivent en fait, l'association sur nos entreprises en fait actuelles. Et en fait, c'était assez intéressant peut-être d'essayer de passer en revue si vous aussi vous vous retrouvez à un moment où vous avez besoin de trouver une ou plusieurs associés pour votre projet, de savoir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait procéder. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de lister en fait 6 questions. Je les passe en revue si tu veux bien, Ouais, vas-y, genre ouais. 6 questions. Finalement, à quel moment est-ce qu'on doit trouver un associé? Comment est-ce qu'on le trouve? Où est-ce qu'on peut le trouver? Vous voulez parler de la question des parts. Une question un peu plus juridique enfin justement comment est-ce que ça se gère juridiquement tout ça, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Après, on n'est pas des juristes, mais bon, on a un petit peu d'expérience quand même tous les deux. Et finalement, pour terminer sur la question sur gérer son association, ensuite tout au long de sa boîte,
comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on a fait. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. L'idée, c'était plutôt d'essayer de se poser des bonnes questions, de voir comment, Kevin, toi, tu réagis, comment moi, je réagis. Et justement, vraiment de se baser sur, si vous devez trouver un associé, à minima, posez-vous au moins ces questions-là avant de prendre quelqu'un. C'est probablement d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais au moins, ça nous a paru pertinent de se baser au moins sur ce triptyque-là. Et du coup, je pense que c'est un bon résumé. On ne va pas donner les réponses, mais on va vous donner nos réponses liées à nos problématiques et comment nous, on a fait. Et après, par contre, c'est vraiment du cas par cas parce que pas de recette magique. Trouver le ou la bonne associée. Ça dépend de ton profil, ça dépend de plein de choses. Donc, 6 questions à se poser, 12 réponses, une de Milan, une de moi sur chacun, et probablement plein d'autres réponses si vous creusez un petit peu et que vous allez voir les super contenus qui existent déjà sur la thématique, mais en espérant que ça vous rajoute une petite couche de concret, de vécu et de partage d'expérience. Carrément. Et du coup, première question, finalement, quand on cherche un associé, c'est à quel moment est-ce qu'on doit trouver un associé en fait? Est-ce que c'est forcément au début? Est-ce que c'est après quelques mois sur sa boîte après avoir travaillé? Est-ce que c'est peut-être 2-3 ans après? Est-ce qu'on peut faire rentrer des associés par la suite? Je pense qu'encore là, il y a plein de modèles. Je ne sais pas si tu veux commencer finalement à quel moment est-ce qu'on doit trouver un associé? Est-ce que c'est nécessaire? Finalement, toi, tu as vécu les deux? En tant que digital nomade, tu as monté quand même pas mal de projets en fait seul, mais tu en as monté aussi en tant qu'associé. À quel moment, finalement, t'as shifté en disant là, il me faudrait un associé, c'est hyper important, ou alors sur tel projet, bah non, j'ai pas besoin d'associé. Déjà, je vais te piquer ton idée que tu m'as sorti l'autre jour quand on est allé dîner. Ouais. Parce que je pense que c'est un bon truc. Et donc, tout le crédit va à Milan. C'est sûr que le bon moment, c'est pas le moment où tu te dis j'ai pas envie de faire ça, je vais trouver quelqu'un pour m'associer pour qu'il ou elle fasse cet aspect-là. Désolé, je t'ai piqué ton idée, mais je pense que c'est une super introduction. Je sais pas ce que tu en penses. Si, parce qu'effectivement, je pense que c'est un vrai truc. Si on pense qu'on doit trouver un associé parce qu'on n'a pas envie de faire certaines tâches, c'est la pire manière de s'associer. Enfin, finalement, l'association, moi, je le vois aussi un petit peu comme un couple parce que tu y passes du temps. Si tu cherches en fait juste une nana ou un mec parce que juste en ce moment, tu as besoin de compagnie, bon, bah, globalement, tu vas pas te marier avec elle, en fait. C'est pas la même chose, tu vois. Et il faut vraiment différencier ça. Un associé ou une associée, c'est quelqu'un qui se garde, en fait, sur la durée de la boîte qui peut être très longue. Donc, c'est pas la même chose qu'un employé qui, là, par contre, va faire les tâches que vous lui donnez et que vous ne voulez pas faire. Donc, je pense que c'est effectivement, en tout cas, moi, c'est une des premières approches aussi que j'avais. À quel moment on doit trouver un associé? En tout cas, c'est pas le moment où vous dites que vous voulez pas faire quelque chose. Ça, c'est une des premières réponses, je pense. Donc la première réponse, c'est un ne pas. Mais après, quel est le bon si tu veux, je vais te partager moi 2 cas où je me suis associé. Il y en a eu plus, mais c'est les 2 cas marquants. C'est sur mes propres sites d'édition de sites, et, enfin sur ma boîte d'édition de site internet et sur Dotmarket pour le coup, parce que ça a été deux associations complètement différentes. Sur ma boîte d'édition de site internet, on a monté 2 boîtes avec mon associé Edouard. On en a une où on s'est associé au fil du temps après avoir fait des petits trucs à droite à gauche ensemble et on s'est dit tiens, pourquoi on rendrait pas ça officiel? Donc tu vois, c'est un modèle. Alors encore une fois, on va pas répondre à la question, mais c'est purement du partage d'expérience. Donc pour moi, ça a été un modèle qui à l'époque était très satisfaisant dans le sens où finalement on a bidouillé ensemble jusqu'à se dire bah viens, on rend ça officiel et on essaye de faire des choses mieux. Donc, mais alors attends, juste pour comprendre, juste en fait, à quel moment on doit, c'est que tu ressentais finalement le besoin de t'associer sur tes projets ou juste parce qu'effectivement, Edouard, c'est ton pote et que c'était cool de faire cette aventure humaine aussi?
Alors, c'est un petit peu tout, mais c'était aussi le bon moment de basculer sur un vrai projet. J'ai employé le mot bidouillage parce que c'était vraiment ça, tu vois. Et le bon moment pour nous sur cette première association, ça a été le moment où on s'est dit, il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on monte quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et pour faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux, il faut qu'on le structure et qu'on associe en fait nos idées, nos ressources, notre temps, etc. Euh, mais on s'est associé une deuxième fois avec Edouard. Ok. Il y a quelques mois, on s'est associé dans une nouvelle société sur un site qui m'appartenait à la base. Et là, par contre, tu vois, c'est un exemple qui est complètement différent. C'est que pour le coup, le bon moment pour moi de faire cette deuxième association alors que j'avais ce site qui tournait depuis un certain temps, ça a été de réaliser que je pouvais plus tout gérer tout seul et que j'avais besoin de quelqu'un qui amenait un nouveau regard, une nouvelle motivation et du temps aussi à consacrer au projet. Et évidemment qui adhérait au projet, et on parlera tout à l'heure des critères de comment tu choisis ton associé, tu vois. Mais, euh, mais sur ce projet-là, tu vois, ça a été le carrefour de, OK, je peux le garder tout petit comme ça et le gérer tout seul, ou je peux le faire grossir, mais par contre, je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Donc, légitimement, j'ai besoin de m'associer potentiellement avec quelqu'un. Ok. Et tu t'es pas dit aussi à un moment, finalement, si tu as dû t'associer, je parle un peu à haute voix parce que finalement, c'est des questions, je trouve, qui peuvent revenir aussi, où tu te dis, est-ce qu'à ce moment, je dois trouver un associé qui va m'aider? La réalité, en fait, le trade-off qu'il faut faire, c'est, j'aime bien cette phrase, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et c'est l'intérêt de trouver un ou plusieurs Ouais, associés, c'est effectivement d'arriver à faire grossir un projet parce que tout seul, c'est assez compliqué. Pourtant, mm, euh, il y a plein d'exemples aussi d'entrepreneurs qui ont, en tout cas, très bien réussi sur leur projet, qui sont restés des solo founders. Donc, est-ce que, par exemple, aussi le fait d'aller, par exemple, lever de l'argent pour ensuite recruter des gens, c'est quelque chose qui est aussi valable que plutôt aller vous mettre avec un ou une associée qui, pour le coup, va rester en fait tout du long de l'aventure. Je ne sais pas si c'est c'est vraiment une question en fait pour le coup, mais c'est un peu les choses que tu peux te poser. À quel moment finalement je dois trouver un associé? Pour quelle tâche j'en ai besoin? Pour quelle vision de l'entreprise j'en ai besoin? ouais, Et, qui partage ça à ce moment-là en fait? exactement. Alors, vous pouvez pas le savoir, mais il y a quelques jours, on a dîné ensemble avec Milan et on a eu une très longue discussion sur ce sujet. Euh, et un des points qui est ressorti de ce dîner, cette discussion, c'était de se dire que finalement, pour toi, par exemple, Milan, la conclusion, c'était que à l'heure actuelle, c'est pas forcément d'un ou d'une associée que tu as besoin parce que tu es capable de tout chapeauter et que tu as purement un besoin finalement d'exécution. Alors, effectivement, en tout cas, sur mon projet actuel, la réalité, c'est qu'effectivement, en tout cas, moi, je suis sur de la formation, je suis en train de préparer un bootcamp. On aura probablement l'occasion, enfin, d'en reparler dans les prochaines semaines parce que j'ai pas mal de choses à annoncer sur le sujet. Mais effectivement, aujourd'hui, euh, finalement, la difficulté, c'est d'aller vite, mais de le faire bien. Et Mm. la réalité, c'est que quand on est tout seul, ça paraît compliqué. Moi, aujourd'hui, on va dire d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'expérience, étant donné que j'ai monté des boîtes aussi avant, et d'un point de vue même managérial, parce que j'ai géré des gens, finalement, c'est des choses, en fait, je sais tout faire dans le projet de A à Z, mais la réalité, c'est qu'en fait, ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on pourrait avancer, enfin, Mm. aussi vite que ce que en tout cas, moi, je le voudrais. Et je suis pas prêt à faire justement ce fameux trade-off en disant bah tant pis, je bâcle les trucs, notamment dans le principe de la formation, parce que tu as envie de quelque chose de carré. Moi, tous les gens que j'ai formés pendant ces dernières années, en fait, c'est des gens auxquels tu t'attaches, tu as envie de t'as envie que cette formation, ça leur apporte une vraie plus-value, enfin une vraie plus-value, de la vraie valeur ajoutée, et par conséquent, bah forcément, tout ça, ça prend plus de temps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu te demandes, tu as plein d'autres tâches à faire, si
trouver un ou plusieurs associés, ça va t'aider à grossir. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, si c'est juste pour de la tâche et en fait juste cocher la to-do plus rapidement, je ne suis pas Non, convaincu qu'il y ait besoin d'un associé. Par non. contre, si jamais il y a d'autres personnes en fait qui sont prêtes à apporter une vision en fait à ce projet et qui partagent la vision, ça par contre, je suis on va dire assez prêt à envisager ça. Et globalement, enfin, c'est pas juste pour parler de moi et pour faire café du commerce. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut se passer les choses. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous raye votre to-do, ne prenez pas un associé, prenez un employé, ou alors allez plus doucement, tout simplement, c'est tout. Soit sinon, si effectivement il y a un vrai partage de vision sur quelque chose, je pense que là, ça peut valoir le coup de se poser la question de Ouais. possiblement partir avec une personne. Voilà En fait, comment. le bon moment pour moi, enfin, de mon expérience, et c'est le sujet de la discussion, c'est le moment où tu peux plus avancer tout seul du tout, où tu peux plus passer un cap tout seul et que tu as envie de le passer, hein, parce que tu peux ne pas avoir envie de passer ce cap et du coup pas avoir besoin de t'associer. Euh, mais il y a un élément de quelle est l'étape d'après que tu veux faire et est-ce que cette étape d'après, elle nécessite d'être entourée de manière générale ou est-ce qu'elle nécessite d'être déléguée? Et si c'est de la délégation, bah, évidemment, ce n'est pas un profil associé qu'il faut. Si par contre l'étape d'après, c'est de la vision, c'est du déploiement, c'est de l'exécution Ouais. à un plus haut level, à ce moment-là, c'est peut-être le moment où c'est le bon moment de considérer en tout cas une association. Exactement. Et une association, d'ailleurs, ça peut être une association pas seulement avec une personne que vous faites rentrer, mais ça peut être aussi un partenariat avec une autre boîte ou autre, en fait, qui Ouais, t'aide à progresser sur une nouvelle vision. Je pense que ouais, c'est ces moments-là, en fait, qui sont intéressants. Bon, on ouais. continue à switcher sur les questions précédentes. Enfin, je pense que là, Vas-y. on a en tout cas débroussaillé un petit peu à quel moment on devait trouver un associé. Je pense qu'on a répondu un petit peu ce qu'on en pensait. C'est ensuite, genre, comment trouver le bon associé. Là, je pense que encore une fois, il y a pas de bonne réponse. C'est, on regarde nos expériences, visiblement, et je pense comme beaucoup de personnes qui démarrent en fait l'entrepreneuriat, tu le trouves en fait auprès de tes potes. Euh, la question, c'est ensuite, est-ce que tes potes sont forcément les bons associés? C'est-à-dire que est-ce que c'est une bonne idée d'être en coloc avec ses meilleurs potes? Tu vois, si tu t'embrouilles, Mm. bah du coup, Ouais, c'est pas top non plus. Moi, j'ai déjà eu des associations qui sur des projets en plus qui ont très bien marché, mais des associations qui n'ont pas fonctionné. L'inverse aussi. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Je ne sais pas quel est ton point de vue dessus, mais trouver le bon associé, euh, je pense qu'il faut y mettre des critères sur ce mm, qu'on attend en fait de quelqu'un. Et donc, enfin moi ce que je ferais, c'est quelles sont mes valeurs, quelles sont tes valeurs, et est-ce mm, qu'on arrive déjà à se recouper dessus? Quelle est ta vision? Quelle est ma vision? Est-ce qu'on arrive à trouver des ponts entre les deux ou est-ce que même ça se coordonne bien? Je pense que la notion de confiance, elle est hyper importante. Euh, mm. c'est quelqu'un pour lequel vous devez pouvoir compter, mais dans des moments qui vont être très difficiles. Et ça me paraît être important. Vraiment, valeur, vision, confiance, je pense qu'il y en a plein d'autres, hein, mais là, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit, en tout cas de mon point de vue. Je ne sais pas si tu vas en rajouter d'autres ou si tu as ça aussi en Ouais, tête. ouais, c'est sûr. Je pense que de mon expérience, encore une fois, qui est limitée, mais j'ai eu pas mal d'associations qui ont foiré et quelques-unes qui perdurent. Euh, le point commun entre les associations qui perdurent, c'est qu'elles ont démarré sur le taf et que l'amitié s'est construite sur une affinité à bosser ensemble. Ouais, Ah, ça aurait. Je ferme pas la porte, tu vois, à une association avec des potes un jour, mais je l'ai fait de bosser avec des potes et ça a jamais débouché sur une association très long terme. Ça a toujours, euh, Ça a toujours foiré finalement, tu vois. Alors, est-ce que c'était pas le bon projet? Est-ce que c'était pas le bon moment? Il y a plein d'idées possibles, hein.
mais peut-être aussi que c'était pas la bonne base et que l'amitié était pas le moteur qui tirait vers le haut le projet. Donc il y a des personnes qui peuvent très bien se dire, bah, mon meilleur pote ou ma meilleure pote serait la personne avec qui j'aimerais travailler au quotidien. Mais du coup, après, il faut se poser les bonnes questions qui est, c'est quoi la vision effectivement court terme, moyen, long terme. Euh, Parce que si, par exemple, si tu es quelqu'un qui aime prendre beaucoup de risques bah, et que tu t'associes avec quelqu'un qui en prend zéro, alors soit ça peut équilibrer, soit ça peut créer de la frustration de ouf. Si tu t'associes avec quelqu'un qui a moins de temps que toi, ça peut créer de la frustration. Si tu t'associes avec quelqu'un qui a la vision de faire du churn and burn, on développe en vitesse, on revend, ou on développe, on fait un max de cash et on s'arrache, alors que toi, tu as une vision long terme, bah, ça va pas fonctionner. Et pourtant, ça peut être ton meilleur pote ou ta meilleure pote, hein. Mm. Euh, et là-dedans, on parle même pas des compétences qui, évidemment, doivent être complémentaires si possible, parce que Ouais. les associations de profils, Ouais, deux identiques, marketeux, c'est peut-être plus compliqué, quoi. en fait, c'est pas l'idéal. Perso, tu vois, mon association avec Edouard, par exemple, on a des profils qui sont très similaires et on sait tous les deux qu'il nous manquerait, par exemple, un troisième associé avec un profil bah, probablement plus technique, par exemple, parce qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps des problématiques techniques et aucun de nous deux a les compétences pour bosser là-dessus. Et on est très complémentaires sur plein de choses, mais on sait aussi qu'on a en fait, on a des skills, des sets de compétences où on est obligé de se dispatcher le travail sur des trucs qu'on pourrait tous les deux faire. Euh, et ça serait peut-être beaucoup plus stratégique, une association comme ce que j'ai avec Mayan sur Dot Market. Là, pour le coup, on a des vraies compétences différentes et des vrais kiffs en plus au niveau taf différents, mais qui sont tous les deux nécessaires chez Dot Market. Et à mon avis, tu vois, les deux associations sont bonnes, mais il y en a une qui est stratégiquement plus pertinente que l'autre. Mm. Ouais, je rajouterais aussi sur le fait que tu as dit en fait que ça pouvait être hyper intéressant finalement de faire en sorte que la personne avec qui tu travailles, c'est pas ton meilleur pote ou ta meilleure pote, mais que ça puisse possiblement devenir par contre quelqu'un ensuite qui compte beaucoup, beaucoup pour toi. Je pense que moi, tu vois, si aujourd'hui je devais m'associer, je m'associerais avec quelqu'un en fait dont je respecte le travail en fait. C'est-à-dire qui me donne Aussi, envie, qui me fait lever le matin. Et je me dis, cette personne-là, avant, a fait des trucs que je trouve trop stylés, mais c'est pas forcément à gagner des millions, hein. Enfin, c'est juste, j'adore ce projet. Ce qu'il a fait avant, ça n'a peut-être pas marché, mais j'ai trouvé que c'était génial. Et ça, ce respect que tu as pour cette personne, même au-delà des compétences, mais juste sur son engagement de ce que la personne a fait avant, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est possiblement, en fait, je suis pas sûr que je m'associerais avec quelqu'un qui est sorti d'école. C'est parce que je pense qu'il aura encore beaucoup de choses à prouver. Je suis pas sûr qu'au niveau de la vision, il aurait bien évidemment pas assez d'expérience. Après, si c'est quelqu'un qui a commencé une boîte à 14 ans et à 18 ans a fait un cash out sur le truc parce que c'était bien vu, etc. Bon, bah là, gros respect, il y a sûrement un truc à faire. Mais juste ouais. quelqu'un qui sort d'école, même si tu sors en fait d'une très bonne école, je suis pas convaincu que ça soit le bon associé juste parce qu'il y a marqué HEC, Polytechnique ou autre, en fait. Moi, de mon point de vue, il faut que tu aies vraiment du respect pour ce que ton associé ou ton associé a fait avant. Moi, c'est quelque chose Ouais. qui me semble Bon, important. En tout cas, je me on est lève un peu biaisé. cette personne, c'est cool ce qu'elle a fait et je pense qu'on peut faire un truc hyper stylé ensemble. On est un peu biaisé parce que c'est facile de dire ça à la trentaine. Tu vois, si on sortait d'école euh, et qu'on devait chercher des associés en sortant d'école, le premier endroit où on chercherait, c'est des gens sortis d'école aussi. Donc, je mettrais peut-être un petit bémol là-dessus qui est, ouais, quand tu as 10-15 ans d'expérience, tu peux te dire, bah, je préfère aller trouver des associés qui ont un bon niveau d'expérience et que je peux respecter pour leur taf. Mais par contre, quand tu sors d'école, et il y a plein de gens qui sortent d'école et qui lancent des super projets, ben, là, peut-être qu'on n'est pas les meilleures personnes pour te donner un conseil sur comment choisir tes associés en sortie d'école, parce qu'il y a plein de critères que nous, on utilise qui sont pas forcément applicables ou disponibles en sortie d'école. Mais par contre, je pense que tu peux te poser les mêmes questions qui sont est-ce que tu respectes la personne pour ses idées? Est-ce que tu respectes la personne pour ce qu'elle a fait à l'école, ce qu'elle fait dans sa vie?
la manière dont elle s'engage dans des assos, la manière dont elle s'engage auprès de ses potes, de sa famille. Et tu vois, et peut-être le respect et l'admiration, je pense que c'est vraiment un point clé. Par contre, en fonction du stade où tu en es, je ne le baserai pas que sur le respect de est-ce que tu as géré une Non. super boîte, mais plus le respect de est-ce que je respecte la personne et son ambition et sa façon de réfléchir et son engagement et tout ça. C'est exactement ce que j'ai dit au début. Donc, non, c'est sûr, je suis d'accord. C'était pour ajouter un autre petit truc. Et c'est surtout pour éviter cette asymétrie. Parce que c'est ça souvent qui pose aussi problème. Je trouve quand tu trouves, enfin, tu essayes de chercher un associé, c'est si jamais tu as des parcours qui sont, qui, où tout le monde n'est pas au même niveau, tu vois. Enfin, c'est vrai que t'associer avec une personne, par exemple, de ton point de vue, toi, tu as monté quand même un paquet de boîtes avant. Moi, j'en ai monté aussi quelques-unes. C'est vrai que m'associer avec une personne qui, par exemple, peut-être euh, n'a jamais même essayé de tenter une petite aventure entrepreneuriale, c'est vrai que potentiellement, c'est des choses en fait qui font réfléchir parce que la Oui, symétrie n'est pas la même et tu peux te demander, enfin, moi, quand je regardais au tout début ce que c'était que les entrepreneurs, tu lisais TechCrunch, après tu regardais les vidéos de The Family, enfin à peu près comme tous les étudiants à l'époque et toujours, et parce que c'était hyper bien, mais ça te donnait une pêche d'enfer. Mais pour autant, je m'attendais pas à tout ça, enfin tout ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur, tu vois. Donc c'est vrai que c'est plus pour éviter cette asymétrie que je parlais de respect, mais je suis d'accord, finalement, le moment, c'est en sortie d'école, je peux pas le dire. À 30 ans, voilà. À 40, à 50 ans, ce sera des choses différentes. Mais je pense que exactement. évaluer le moment. Euh, troisième partie, euh, où Où trouver un tu les associé. trouves? Alors, je pense que ça, on peut le faire assez rapidement, d'autant plus qu'à peu près comme toutes les questions, je n'ai pas, enfin pour ma part, la réponse. Euh, Finalement, est-ce que ça recoupe pas ce qu'on a dit un peu tout à l'heure? Tu peux le trouver au niveau de tes potes ou non? Je trouve que toi, peut-être ce que tu as fait, ce que tu fait avec Mayan, c'était assez cool ou en tout cas, euh, c'est moins commun. Peut-être que tu vas raconter parce que où trouver un associé, bon, bah, sinon, après, globalement, tu regardes les alumni de quelque chose ou ça peut être un Slack, un forum ou autre. Donc, ça, c'est des choses un peu plus simples. Toi, la manière dont tu as envisagé ça, c'est assez marrant. Peut-être tu veux nous raconter comment ça s'est fait un petit peu avec, sur notre market. Bah, même avec Edouard, hein. Avec Edouard, on était collègues aux Philippines. On bossait dans la même boîte. Et finalement, Edouard est pas resté dans la boîte. Il est parti sur d'autres projets et on est resté en contact. À côté de ses activités, il avait envie de monter des petits projets. Moi, j'avais envie de monter des petits projets. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Mais tu vois, ce qui nous a liés à l'époque et comment j'ai trouvé Edouard finalement, c'est en réalisant qu'il y avait un mec en face de moi qui avait envie de tester des petits projets à droite à gauche et moi aussi. Et tu vois, c'est pour ça que c'est une association très différente avec Mayan, parce qu'il n'y avait pas un vrai projet défini, il y avait juste l'envie de monter des projets. Et tu t'associes pas de la même manière quand tu as juste envie de monter des projets et on verra ce qu'on monte que quand tu t'organises pour monter un projet qui est bien défini avec une stratégie et des besoins précis. Et Mayan, on s'est associés sans se rencontrer. Voilà. C'est ouf. Mayan, on s'est connus en 2015, je crois, 2015 ou 2016. À l'époque, j'étais associé avec Edouard, justement, et on avait un projet qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On essayait de monter une application mobile. Donc, c'était un projet un peu plus start-up que ce qu'on a fini par faire, qui est beaucoup plus basé sur de l'édition de sites et un modèle de revenu plus passif. Euh, J'étais allé pitcher ma boîte à un truc qui s'appelait les 5 ninjas à Paris. Enfin, c'était une sorte de speed dating du pitch d'entreprise. Tu pitchais ta boîte et puis en face, tu avais des mecs des nanas aussi d'ailleurs, qui te posaient des questions, tu vois, qui te faisaient réfléchir sur ton projet. Alors, je sais plus exactement parce que j'ai une très mauvaise mémoire et on a deux histoires qui sont pas tout à fait les mêmes avec Marianne. On a chacun notre Vous mémoire. aviez bu? Non? Mais globalement, c'est un peu cet event. Et moi, à l'époque, je faisais aussi des interviews d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui utilisaient la stratégie du lean marketing. Donc, tu vois, tout ce qui est
enfin, on va pas reprendre le lean marketing, mais le fait de faire vraiment beaucoup de test and learn, test, fail, learn, test, fail, learn, etc. Et on montait un blog dessus où, en fait, en essayant de monter notre startup, qui a complètement foiré, hein, on essayait aussi de communiquer avec beaucoup de partage avec des entrepreneurs du domaine qui utilisaient des stratégies pour monter leur boîte basées sur le lead marketing. Enfin bref, je tourne un peu rond, mais bref, à cette époque-là, en fait, j'ai interviewé Mayan et on parlait de comment elle montait sa boîte. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais uniquement par téléphone. Donc, entre l'event et cette histoire d'interview. Et après, en fait, j'ai suivi son parcours. Mayan, elle était en train de monter à l'époque une start-up dans l'univers de la réalité virtuelle pour l'apprentissage des langues. À côté, elle avait un projet, en fait, elle montait les deux en même temps, qui était basé sur enfin, c'était lié à la vidéo, elle le pitcherait mieux que moi, mais en gros, ça permettait de diviser des tutoriels que tu pouvais guider par la voix. Enfin, tout était lié à l'intelligence artificielle et à la réalité virtuelle, qui sont le background de Mayan, hein, qui a fait un master en IA et en IA, il me semble. Et en fait, moi, c'est ça, tu vois, que j'ai respecté. Je me suis dit, waouh, putain, c'est assez ouf quand même. Tu vois, elle est allée jusqu'à l'étape de levée de fonds qu'elle n'a pas réussi à l'époque, qui lui a fait passer à autre chose. Elle a basculé sur du consulting. Elle est partie vivre en mode nomade. Et en fait, moi, tu vois, en suivant ça, je me suis dit, OK, par rapport à mes compétences, par rapport à mon style de vie, nomade aussi, par rapport à ma vision qui est test and learn. C'est pas grave si tu fails, mais si tu as kiffé faire des trucs et autres. Par rapport à mon ambition, etc., je me suis dit, je sais pas, ça vaudrait le coup de pitcher à Mayan parce que clairement, elle sait comment on bâtit une boîte avec un aspect tech. Et mon gros challenge de l'époque, c'était de bâtir la plateforme avec DotMarket. C'est forcément quelqu'un qui va être beaucoup plus carré que moi. Et le deuxième gros challenge sur DotMarket, c'était de mettre en place tous les process d'audit, d'onboarding, etc. Eh ben, je vais lui pitcher. Et en fait, on a accroché tout de suite parce que finalement, on avait tous les deux l'envie de vivre de manière nomade. On respectait tous les deux beaucoup les projets qui avaient été menés. Mayan respectait beaucoup mon aventure entrepreneuriale et ce que j'avais fait avec mes propres sites. Moi, je respectais beaucoup le fait qu'elle ait monté une boîte dans un univers qui était complètement à défricher à l'époque et qu'elle soit allée aussi loin que l'étape de la levée de fonds, même si ça n'a pas réussi. Et donc, il y avait ce respect dont tu as parlé tout à l'heure qui était important. Et tu vois qu'il n'y a pas besoin de se baser sur du succès, hein, parce que nos succès étaient somme toute relatifs, mais l'expérience était respectable. Et voilà. Et en fait, on a commencé à bosser ensemble et on s'est rencontrés peut-être, je sais pas, plus un 6 mois ou un an après avoir officialisé le fait qu'on allait bosser. D'abord avec du contrat de freelancing, parce que tu vois, on a parlé tout de suite association, c'était ma volonté de m'associer avec quelqu'un, mais le projet, il n'existait pas. Donc, tu vois, il fallait bosser dessus pendant longtemps. Et puis, Mayenne, elle avait besoin d'être payée, logique. Et tu t'embarques pas dans le projet et la vision de quelqu'un sans avoir quelques garanties. Donc, on est passé par plusieurs étapes de freelancing avant d'arriver à l'association. Mais ouais, ça a été une aventure un petit peu farfelue où finalement, on s'est rencontrés super tard. Et je sais pas, c'est probablement un peu spécial comme méthode d'association, mais c'est ce qui a fonctionné encore une fois pour moi, tu vois, et je le ferai peut-être pas avec quelqu'un d'autre ou dans d'autres scénarios. Je pense que finalement, ça reprend bien ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que au moins, si ça fonctionne avec Mayan, c'est au moins sur la partie valeur et vision sur laquelle vous entendez bien. Tu es digital nomade, elle aussi, elle a ce côté nomadisme en fait, et t'aurais pas pu te mettre avec quelqu'un qui voulait absolument genre être à Paris et qui veut rester à Paris, tu vois. Ou je parle de Paris parce que je suis à Paris, Ouais. mais globalement, Ah, mais effectivement, hein, ça pourrait effectivement. être ailleurs, tu vois. C'est quelqu'un qui veut être plus sédentaire, du coup, qui a besoin de voir du monde, etc. Enfin, le projet n'était pas comme ça. Donc, finalement, ce Ouais. qu'on a dit tout à l'heure, en tout cas, ça valide les cases, qu'on disait. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit avec Edouard, qui était un de tes anciens collègues. Ça, je trouve que c'est des associations qui sont hyper intéressantes souvent parce Mm. que la plupart du temps, les collègues, c'est des gens qu'on découvre en fait dans un milieu de travail. C'est pas des potes à la base, mais ça peut devenir des super potes.
Moi, Mhm. c'était le cas en fait enfin bon, j'ai pas beaucoup de travaillé en entreprise, mais je me suis fait quand même quelques potes sur les fois où j'y suis allé et c'est des contacts que j'ai gardés. Et ce qui est hyper en fait intéressant dessus, c'est surtout que si vous avez vu travailler la personne avant, en Exactement. fait, tu as déjà quelque chose sur quoi t'accrocher et quelque chose à juger. Parce que Ouais. l'association from scratch avec une personne que tu connais ni d'Ève ni d'Adam et qui te sort en fait d'un événement comme ça, t'as beau avoir la même vision, finalement, tu sais jamais comment cette personne va taffer. Et quand tu as travaillé, Mm. même ne serait-ce que 6 mois, un an, au maximum 2 ans avec une personne, déjà, tu as une supervision et tout de suite, je trouve que ça change l'association. Tu sais, en fait, si c'est une personne aussi qui va être capable potentiellement d'exécuter, comment est-ce qu'elle réagit face à des situations de stress, comment est-ce qu'elle vit le travail. Et ça, c'est souvent, enfin moi je sais que c'est un des points sur lesquels je fais attention sur une association, c'est au niveau du travail, comment la personne se comporte, hein, parce qu'on a tous nos forces et tous nos faiblesses. Et c'est vrai que je trouve que le milieu des collègues, le fait d'avoir bossé en boîte avant, c'est souvent un super moyen pour trouver des super associés. Souvent, je trouve, on entend pas mal d'histoires sur bah, on était dans telle boîte avant, puis ensuite on s'est associé parce qu'on avait envie de ça. Je trouve que c'est des choses qui ont du sens. Et ce que tu faisais aussi, je trouvais que c'était plutôt pas mal le côté podcast. Aller voir, en fait, aller inviter des gens, proposer à des gens d'aller boire un café, appeler des gens pour avoir des conseils. En fait, la plupart des gens sont OK pour donner des conseils et prendre du temps. Alors, parfois, faut juste attendre. Les personnes ne sont pas dispo dans la minute, mais globalement, enfin, je veux dire, si jamais tu prends rendez-vous à cette personne, je pense que tu peux toucher à peu près n'importe quelle personne qui serait prête à t'accorder 15 minutes pour te filer un conseil. Les gens sont toujours prêts à filer le conseil. Prenez pas les conseils de n'importe qui, mais globalement, si c'est une personne que vous respectez, c'est quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup. Ok, troisième question. Autre question. Alors ça, c'est la Attends, question. attends. Ouais, Juste dernier truc, parce que là, on a beaucoup parlé du réseau, mais j'en profite parce que j'ai eu le fondateur du site il y a pas très longtemps au téléphone. Le site, il y a des sites aujourd'hui. Alors attention, je ne l'ai jamais fait. Donc, il faut filtrer, mais c'est une source. Si, comme ça, au premier abord, il n'y a personne qui te vient en tête sur avec qui je peux m'associer, je pense qu'on a donné des pistes, le réseau professionnel, le réseau amical, les réseaux alumni, etc., les etc., communautés, les communautés les aussi. communautés. Mais il y a des sites. Alors là, tu vois, par exemple, en faisant une recherche vite fait, il y a un site qui s'appelle m'associer.fr, il y a un site qui s'appelle MeetPro. Attention, je ne les connais pas, donc je ne les mets pas en avant en mode allez-y et ça va cartonner, hein. Mais il y a des sites qui sont sur le créneau. La dernière fois, j'avais au téléphone le mec qui a fondé j'aime les startups.fr, qui a lancé il n'y a pas très longtemps une section de petites annonces. Donc encore une fois, attention, c'est pas filtré, n'importe qui peut mettre une petite annonce. Donc vous lancez pas dans une association avec le premier ou la première venue, mais il commence à y avoir des outils aussi dédiés à la rencontre entre personnes qui peuvent avoir des projets à défendre. Et voilà, ça peut être un moyen, ou à minima, en tout cas, ce qui est intéressant avec ces sites, c'est que ça peut permettre de se poser les bonnes questions, parce que on va en parler juste après. Euh, bah, la Alors question ouais, de départ. juste sur un point, juste avant, moi je suis un peu mitigé sur je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, sur le cold association. Tu vois, genre du style, il y a un gars, il me faut quelqu'un. En plus, souvent, on va pas se le cacher. Franchement, je sors d'une bonne école, je sais pas coder, il me faudrait un CTO, j'ai l'application du siècle. Je trouve qu'on retrouve quand même pas mal de ce genre de trucs. Tu vois, moi, dans toutes les steps qu'on s'est dit, ces sites, mais encore une fois, j'ai peut-être tort. Tu vois, je suis prêt à reconnaître que j'aurais tort. Mais moi, ces sites, ça vient en dernier sur toutes les Moi choses aussi. avant, clairement. Moi aussi. Mais c'est pour ça que ma conclusion, c'était que ce qui est intéressant en se baladant sur des sites comme ça, un, ça permet de voir un petit peu comment les gens réfléchissent dans leur Mm. association. Ça peut te permettre de te poser des questions. Et deux, les deux prochaines questions qu'on doit se poser, c'est la question des parts. Ouais. Alors, c'est une question un peu bâtarde, mais il faut se la poser parce que si c'est ton projet, tu peux avoir un nombre de parts que tu es prêt à céder ou pas, ou peu importe. Et les questions juridiques et notamment le pacte d'associés qui
pour moi, par exemple, en ce moment, c'est un gros sujet parce que je dois bosser sur un nouveau pacte d'associés. Euh, c'est beaucoup plus facile de te poser les questions qui fâchent quand tu es en amont. C'est-à-dire que, tu vois, si tu vas sur une plateforme comme ça et que tu te dis, attends, je vais m'associer avec quelqu'un avec qui je ne connais pas, tu vas te poser les questions et tu vas y trouver une réponse sans aucun problème. Tu vois, sur la question de comment je vais gérer les conflits, comment je vais gérer les sorties possibles, les reventes, la rémunération, etc., etc. Tu vas réfléchir d'une manière très froide en te disant, moi, la personne en face, je ne la connais pas, donc je vais me faire un pacte d'associés qui va être béton. Mm. Or, un pacte d'associés béton, il te le faut aussi, même avec tes meilleurs potes. C'est ça qui est Et dur. même encore plus probablement. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est pas mal de faire le travail à froid en se disant, je vais faire un truc béton parce que la personne en face, peut-être que je lui fais pas confiance. Et de ensuite réutiliser ça avec des personnes en qui tu auras confiance, parce que ça peut être un biais de se dire, mais non, mais c'est un pote, je vais pas lui mettre une clause un peu abusive ou une clause trop dure dans le truc, ou non, on va pas parler de qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui arnaque l'autre. On va pas mettre de clause de non-concurrence, parce qu'en fait, on se connaît, on va pas aller se faire concurrence, etc. Mais en fait, si, tout ça, ça peut arriver. Et il faut le faire comme si la personne en face, c'était pas ton meilleur pote ou ta meilleure pote. Et presque comme si tu n'avais pas confiance en la personne en face, entre guillemets. Alors, c'est mieux d'en parler avec une personne avec qui tu as confiance. Moi, j'ai la chance de pouvoir en parler avec des associés en qui j'ai toute confiance. Et du coup, on n'a pas peur de se poser les sujets en disant, bah, tu vois, si un jour tu m'arnaques, il faut qu'on puisse se protéger et de pouvoir se dire, bah ouais, grave, t'as raison, et si toi aussi tu m'arnaques, il faut que je puisse me protéger, tu vois, et de mettre tout ça à plat. Euh, mais il faut pas avoir peur d'en parler, et ça peut aider, du coup, de t'imaginer le compléter avec quelqu'un de froid plutôt que quelqu'un de chaud, entre guillemets. Ouais, c'est très vrai. Voilà, c'est des questions qui sont difficiles à régler. Je trouve que, enfin, moi, dans mon cas, avant, les personnes qui m'ont bien aidé en fait à faire ce travail-là, moi, c'est mon avocat. Tu vois, c'était quelqu'un vraiment de confiance et qui a vraiment su poser les choses. Et c'est marrant parce que c'est un avocat en plus qui lui-même avait monté des business aussi à côté, donc il avait vraiment tout ce côté entrepreneurial. Et en fait, il m'a beaucoup aidé pour poser ça et j'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Et encore une fois, l'idée, c'est aussi de faire quelque chose de faire. Parce que si c'est quelque chose, en fait, d'hyper dur, forcément, tu bloques la conversation à un moment donné. Mais par contre, je suis entièrement d'accord. En fait, il faut partir du principe que ça va mal se passer, mais Mm. faire tout pour que ça se passe bien Ouais. et vraiment tout donner pour que ça se passe bien. Mais en fait, la réalité, c'est que faire quelque chose de dur et de froid, en fait, au début, ça te protège, toi, mais ça Mhm. protège également ton associé. En fait, tout le monde est gagnant dans l'histoire à un moment Et ça donné, hein. protège même l'association et encore plus important que l'association, la boîte, parce que mine de rien, tu bosses sur un projet et en fait, il faut protéger la boîte et un conflit futur, une clause de non-concurrence non appliquée, euh, une mauvaise négociation sur qui a le droit de revendre des parts, qui a le droit d'acheter, etc., etc. C'est des choses qui peuvent, au-delà de mettre en péril la relation, peuvent mettre littéralement en péril ta boîte. Et ben voilà, enfin, tu vois, si un jour tu te retrouves dans une situation où tu dois te séparer de tes associés, il faut au moins que tu puisses bah, soit t'en sortir bien si c'est toi qui sors de la boîte et que tes associés la gardent, soit que tu puisses conserver la pérennité de ta société en ayant tout mis bien au carré au début pour que ça soit pas à la fin à la fois la fin de l'assaut et Ouais, la fin de la société en question. c'est ça, c'est ça. Donc non, mais ça c'est le truc. Moi, franchement, enfin, j'imagine que c'est pareil pour vous, mais ça, c'est vraiment le point. Pour moi, c'est pas négociable. Il faut être accompagné d'un bon avocat. Ouais. Et d'ailleurs, que peut-être chaque associé ait son conseil, en fait. Mmh. Parce que comme ça, au moins, il y a pas un avocat qui gère les deux. Ça peut être un petit peu compliqué. Chacun a son conseil.
Et ça prend le temps que ça prend. Il ne faut pas que ça dure 15 ans non plus. Mais globalement, moi, le seul conseil que j'ai à donner dessus, c'est prenez Ouais. un avocat. Et franchement, bah alors, ça, je ne sais pas si je me ferai des potes sur ça. Je ne suis pas convaincu du pacte d'associés à 500 balles fait de manière automatique en ligne. Si vous n'avez pas bon espoir, effectivement, que votre société dure longtemps, bon, peut-être que ça peut le faire, mais si vous avez un peu d'ambition, globalement, investissez dedans parce que Ouais. pour la suite, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et on ne peut pas, je pense, se permettre d'avoir quelque chose qui est hyper standard. Évidemment qu'il y a des clauses qu'on retrouve tout le temps, évidemment qu'on peut automatiser un max de trucs et que peut-être que vous pouvez trouver en fait qu'un avocat peut-être se gave un petit peu plus dessus, mais la réalité c'est qu'en tout cas moi sur tous les projets où j'ai dû m'associer, j'ai fait appel à un avocat et la réalité c'est qu'à chaque fois ça m'a aidé. Mm. Et Sur la plus le partie projet est autre, ambitieux et unique, et plus il faut se faire encadrer quand même. voilà. Et je pense que ça vaut le coup. Tous les business sont un petit peu différents. On n'a pas tous les mêmes envies et ça vaut le coup vraiment d'avoir un petit peu de customisation pour vraiment que l'avocat puisse transposer la vision Ouais, sur la vision juridique. Euh, ouais. Autre question qui est un peu une question tarte à la crème, les parts. Ça c'est vraiment le gros sujet. Je pense que là, on pourrait y dédier des heures et des heures en fait sur ce sujet. C'est assez difficile. Franchement, je ne sais même pas si j'ai vraiment une réponse dessus, mais c'est un peu la question qui occupe tout le monde. Moi, la manière, en tout cas, j'essaye de raisonner dessus, c'est qu'en fait, la question des parts, tout le monde le voit, ok, combien de parts tu veux dès qu'on parle en fait potentiellement d'un projet, est-ce que je vais lui filer 50-50, est-ce que je garde la majorité ou non. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'abord, enfin, de mon point de vue, d'essayer de savoir avec qui tu vas partir pendant plusieurs Mm. années. Est-ce que c'est une personne en qui que tu vas respecter, qui va être de confiance, qui partage tes valeurs, qui partage ta mission, qui partage Ouais. ce qu'on appelle ton why et tout. Ça, si c'est une personne qui fait ça, voilà, là, tu as déjà répondu à quelque chose et potentiellement, tu vas reconsidérer la manière dont tu ouvres tes parts ou les efforts Clairement. que tu es prêt à faire. Ça, je pense, moi, c'est une première des questions. Après, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, je ne sais pas trop quoi penser du 50-50. Je vois plein de boîtes qui le font. Sûrement que ça marche. Il y a quand même un côté un peu bloquant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en tout cas, j'ai envie de dire, si tu lances un- une société dans laquelle tu ne vas pas lever de fonds, euh, le 50-50, je pense qu'il est OK. Si jamais c'est prévu dans les statuts à un moment donné, qui a la majorité absolue en cas de telle et telle décision, ça, c'est des questions juridiques, ça peut le faire. Mm. À partir du moment où tu vas devoir lever, s'il n'y a pas une personne qui a la majorité, mais la majorité, c'est pas forcément 90-10, hein, ça peut être 51-49. Mais si jamais il n'y a pas ça, euh, de ce que j'ai vu, c'est que pour certains business angels et certains fonds d'investissement, c'était bloquant. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont besoin de savoir en fait à quelle personne s'adresser et il Mm. ne peut pas y avoir une sorte de boîte, si on devait rapprocher ça de la mythologie, un hydre à plusieurs têtes. Ça, Ouais. c'est pas possible. Ils ont besoin d'avoir une personne. C'est pas qu'ils considèrent pas les autres associés, mais ils se disent, OK, c'est telle personne. Euh, et ça, après, encore une fois, je pense que c'est une vision de la société. Est-ce que du coup, même si c'est ton projet, et parce que est-ce que c'est toi qui dois avoir la majorité ou tu te dis, écoute, je vais avoir peut-être un petit peu moins, mais je pense que l'autre personne, en fait, a exactement les mêmes valeurs, la même mission, la même vision, et par conséquent, bah, je lui donne peut-être un peu plus parce que je sais qu'elle a peut-être plus d'expérience, elle va être plus capable, en fait, de, d'exécuter cette vision. Encore une fois, j'ai pas de réponse. Peut-être que ce que j'ai dit sur le dernier truc, c'est complètement déconnant. Et effectivement, si c'est ton idée, je vois pas trop pourquoi tu dirais je prends moins de parts. Mais franchement, moi, il y a certains projets sur lesquels je me suis dit j'ai eu des idées, mais je savais pas les mettre en place. Et ça m'aurait plu finalement de m'associer avec des gens en disant ok, franchement, j'ai pas la majorité des parts, mais je sens qu'on peut faire un projet hyper stylé si j'étais avec les bonnes personnes.
Et, je pense que ça peut le faire aussi. Voilà, évidemment, je donne pas de chiffres. Dis-moi ce que toi t'en penses en fait de ton côté. Écoute, tu vois, avec Edouard, je suis à 50-50, tu vois, sur nos boîtes, mais on est sur de l'édition de site et c'est ce qui nous convient. Avec Mayan, je suis pas à 50-50 parce que j'ai initié le projet et que dès le début, je considérais que je voulais rester majoritaire. Mais tu vois, ça a été une discussion déjà. Ça n'a pas été. D'ailleurs, ce pourcentage a beaucoup évolué au fil du temps, hein, à la hausse d'ailleurs. Euh, parce que, bah, tu vois, quand s'associer, moi, j'ai pas voulu m'associer dès le début. Et Mayan non plus, parce que bah, elle avait besoin de valider que j'étais le bon associé. On avait besoin de bosser ensemble concrètement pour voir si on était alignés. Et je pense qu'elle avait aussi besoin de voir que le projet était viable, finalement, tu Ouais. vois. Mais moi aussi. Et moi, j'avais besoin de me valider que j'étais capable de bosser en association sur ce projet. Et donc, ce que j'avais en tête au début en termes de parts était beaucoup plus petit que ce que aujourd'hui est validé dans notre pacte d'actionnaires. Pour une raison principale qui est bah, la boîte a grossi euh, grâce à Mayan, que aujourd'hui cette boîte, c'est pas juste elle ou pas juste moi, c'est nous deux ensemble. Et par conséquent, il y a un équilibrage, un rééquilibrage qui s'est fait vis-à-vis de l'engagement, vis-à-vis de l'apport de chacun. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, tu vois. Et c'est pas déconnant aussi, je pense, au début, tu lances ton projet et de te dire, bah, moi, je veux garder 80% des parts, euh, mais, euh, mais si ça se passe bien, je prévois de te débloquer par tranche de 5 ou par tranche de 10 en fonction de l'importance que tu prends dans la boîte, tu vois, ce qui a été un peu mon cas. Mm. Euh, Parce que ça aurait pas été faire aujourd'hui d'être à 80-20, par exemple, tu Mm. vois, par rapport au rôle qu'on a chacun et au commitment qu'on a mis chacun dans la boîte. Euh, donc, je pense qu'il y a pas mal de questions à te poser, de psychologiquement, qu'est-ce que tu veux garder? C'est quand même un peu comme le prix psychologique quand tu veux vendre ta boîte, tu vois, c'est bien de l'avoir en tête, même si ça veut pas forcément dire que c'est faire pour le marché, mais au moins tu l'as en tête et ça peut guider certaines de tes actions. Euh, Combien la personne en face veut aussi, parce qu'il y a des gens qui vont se contenter de 10% et il y en a d'autres qui te diront direct, bah, en fait, moi, si je m'implique à 100% dans ta boîte, je veux être quasiment à égalité avec toi et voir comment ça résonne, parce qu'il y a des gens chez qui ça va sonner genre vraiment sensu, genre tu es là pour pomper mes parts et rien d'autre, et d'autres chez qui ça va sonner réel en mode, mais en fait, c'est corps et âme, tu vas dans ce business et c'est normal d'être à égalité. Donc là-dessus, il y a du feeling, il y a de la personnalité, il y a l'engagement au quotidien. Quelqu'un qui bosse 3 jours par semaine, effectivement, c'est plus dur de négocier du 50-50 si toi, tu t'y bosses tes jours et tes nuits parce que c'est ton projet de ouf, tu vois. Donc, il y a plein de questions à se poser qui sont un peu liées à qui est le bon associé ou qui est la bonne associée. Si tu n'es pas aligné sur les valeurs, si tu n'es pas aligné sur le temps ou ce que tu vas apporter en argent, en énergie, en skills, etc., bah, ça sera plus difficile de négocier les parts. Moi, j'ai trouvé qu'à chaque fois euh, que j'ai été dans une phase de négociation de parts, finalement, ça s'est fait assez naturellement par rapport à l'apport de chacun. Et tu vois, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvé dans une situation à devoir renégocier mes parts dans une boîte suite à l'arrivée d'un nouvel associé. Euh, c'est la première fois que ça m'arrivait, tu vois, que mon associé me dise, euh, c'est pas Edouard et Mayan, hein, évidemment, c'est dans une autre boîte Mm. où j'étais actionnaire minoritaire. Et en fait, il y a un nouvel actionnaire qui arrive, qui va jouer un rôle vraiment clé dans le développement de la boîte. Et ben, mon associé initial est venu me voir en disant, mec, il faut qu'on rediscute en fait des parts parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver et qui va mettre la main à la pâte et moi, j'ai pas envie de distribuer que de mes parts. Donc, je vais te demander de toi aussi jouer le jeu. En fait, tu vois, ça s'est fait naturellement. Évidemment, il y a eu une négociation. Évidemment, j'ai défendu aussi mon apport, tu vois, ma vision, mon réseau, etc., etc. Euh, mais ça s'est fait naturellement sur la reconnaissance de, OK, cette personne-là, elle va apporter tant. Donc, moi, je vais y gagner sur le long terme.
Et c'est nécessaire et stratégique pour la société, mais aussi pour moi, que de diminuer mes parts progressivement. Hein, c'est une négociation, tu vois, avec des paliers. Euh, de diminuer mes parts finalement qui étaient très intéressantes par rapport à peut-être à mon apport au quotidien dans la boîte parce que je réalise que c'est juste en fait, tu vois. C'est faire pour le business, c'est faire pour mes associés, c'est même faire pour moi d'un point de vue implication et rémunération future. Donc ça se fait naturellement. Donc voilà, tu vois, après, bon, moi je fonctionne beaucoup au feeling, donc c'est peut-être pas la meilleure méthodologie pour négocier tes parts tout le temps. Mais en tout cas, j'espère que partager ces trois expériences peut te donner des pistes un peu. Si. Après, pour le coup, finalement, le move que tu fais dessus, c'est de se dire, mais si jamais je prends un petit peu moins de part dans cette boîte, mais que la boîte en elle-même prend vraiment de l'importance, Exactement. bah, le peu de parts qui me restent vont quand même valoir plus que les parts que tu Exactement. as actuellement. Donc, Ouais. c'est pas un mauvais move, en fait, Non, c'est un- dans l'idée. Si c'est jamais une reconnaissance de l'apport de la nouvelle personne en termes de valorisation de la société. Et on l'a dit avec le pacte, le but, c'est de sécuriser la société, au-delà des personnes aussi. Et ben, dans la négociation des parts, c'est aussi ça, tu vois, c'est au bout d'un moment, est-ce que la société passe pas avant les quelques pourcents que tu peux avoir en plus ou en moins? Des fois, il faut donner ou il faut ouvrir ce capital ou il faut réattribuer ses parts justement pour aider à passer un cap. Et c'est pas toujours facile. Ça demande d'accepter aussi que peut-être à un moment donné, tu mérites moins de parts ou tu en mérites plus, peu importe, et d'avoir cette discussion. Et voilà, je pense que ça se fait assez naturellement quand tu es bien aligné avec les personnes qui arrivent en face. Et là, en l'occurrence, tu vois, ça a été une négociation pas houleuse, mais ardue, on va dire. Tu vois, on a chacun posé nos arguments sur la table, mais on est tombé à un accord. On est Hmm. tombé à un accord parce qu'à la fin, l'acceptation, c'était de dire bienvenue dans la boîte et ravi de rentrer dans la boîte. Et en fait, on est aligné sur l'objectif du business. Donc, en réalité, les parts, ça devient secondaire tant qu'on est aligné sur l'objectif long terme. Carrément. Et juste un dernier point sur ça, parce que là aussi, en fait, ce que je me rends compte, c'est que ça dépend, le nombre de parts, en fait, à quel moment ça se joue. Parce que si Mhm. jamais ça se joue, en fait, au tout début d'une idée, la réalité, c'est que tu peux pas faire valoir grand-chose. En vrai, une idée, ça vaut rien. Enfin, comme je te le disais, moi, il y a des idées, j'aurais bien aimé finalement, à la limite, avoir moins de parts et tu vois, filer à cette idée à d'autres personnes qui le développaient. Donc là, si tu as juste une idée, que vous êtes 2, 3, 4 à avoir une idée, en vrai, c'est difficile qu'il y en ait un plus que l'autre qui ait plus de parts. C'est pas juste, Mhm. en fait. Par contre, si tu arrives à arriver avec un premier truc, un MVP, un petit peu de traction, Et là, on reparle de no code. communauté t'apporte autre chose, là, à partir de ce moment-là, probablement que tu peux peser un peu plus dans les Ouais, discussions, dans la balance en disant, OK, maintenant, on va se concentrer non pas sur l'idée, puisque tout le monde est d'accord sur l'idée, puisque tout le monde veut rentrer, mais sur ce que chacun apporte. Donc, ouais, ça peut être effectivement de l'actif, de l'actif financier ou non financier. Une exactement. communauté, déjà peut-être un premier site, de la première traction, etc. Et que tu as besoin d'avoir cet associé pour passer Ouais, l'étape suivante. Mais je pense que ça, c'est vraiment important de savoir à quel stade tu es. Et c'est vrai qu'au stade du tout début, dont on pense, tu sais, genre Jean-Michel a une idée, il va boire une bière avec une autre personne. Et là, il parle d'une idée, il se dit super, on va s'associer. Bon, bah, globalement, en fait, oui, ça vaut 50-50. Tu vois, ouais. Et c'est puis exactement. surtout, ça revient à l'introduction et à ce que tu disais, tu vois, alors, c'est pas exactement la même chose, mais tu t'associes pas avec quelqu'un juste parce que tu n'oses pas lancer ton projet tout seul non plus. Si tu as une idée, ça s'appelle pas No Code and Money pour rien. Hein. Il y a des outils aujourd'hui, no code ou pas d'ailleurs, peu importe, mais évidemment que le no code peut te permettre de le faire plus vite. Euh, Lance le MVP, montre qu'il y a un petit peu de traction, va le plus loin possible, le plus vite possible seul, et trouver un ou une associée avec ça te mettra dans une position de force, c'est certain. Et surtout, au moins, tu pourras aller probablement trouver des associés qui seront
plus sûr d'être aligné avec ce dont tu as vraiment besoin pour passer à l'étape d'après. Alors qu'au début, effectivement, c'est tentant Ouais. des fois de se dire ah non, mais tout seul, je le ferai pas. Mais par contre, franchement, si tu veux le faire avec moi, vas-y, on le lance. Ouais. Pas la meilleure idée. Ouais, Pas la ça meilleure sera, idée. ça sera mieux comme ça. Bon, bah, en Ouais. tout cas, sur la question départ, on est, enfin, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je pense il y a plein de trucs. On pourrait y passer encore pas mal de temps parce qu'en fonction des situations, mais bon, je pense que là, on est déjà on est déjà sur un bon truc. Dernière question sur laquelle on passe rapide parce qu'elle est déjà, ça fait déjà 1h24 en fait qu'on tchatche. Mais bon, ça, c'est des sujets d'entrepreneurs Ouais, qui peuvent durer longtemps. Et c'est finalement gérer son difficile à faire en 30 association. minutes. Comment? Difficile à faire en 30 minutes, c'est sûr. Ouais, voilà, si tu veux apporter un peu de valeur ou avoir quelque chose, un peu d'expérience, je pense que c'est difficile. Et la dernière question, c'est finalement, ensuite, quand tu es associé, c'est gérer son association au quotidien, tout au long de sa boîte. Euh, Comment est-ce que tu fais en sorte, justement, que ça casse pas et que ce soit quelque chose, en fait, qui soit pérenne? Parce que même si tu penses qu'à un instant T, tu as trouvé le bon ou la bonne associée, la réalité, c'est qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui s'entretient. Bon, franchement, c'est comme dans Clairement. un couple, en fait. C'est quelque chose aussi qui doit s'entretenir au quotidien. Et comment est-ce qu'on gère une association au quotidien? En vrai, ça pourrait être un podcast complet. Moi, je pense que j'ai quelques clés, en tout cas, de mon parcours. C'est déjà Bah, vas-y, hein. au moins, enfin, quelques clés. Enfin, en tout cas, moi, qui ont fonctionné pour moi ou que j'aimerais faire sur les prochaines, c'est essayer de se retrouver en fait assez régulièrement pour savoir si tu es toujours euh, sur ta vision et sur ta mission, si tu es toujours aligné. Ça, c'est hyper important pour être sûr en fait qu'il n'y a pas de désalignement dessus et que tout le monde, ou en tout cas les têtes de la boîte, vont bien tous dans le même sens et chacun a pas un peu sa vision parce que ça pourrait complètement casser le truc. Donc, je sais pas, ça peut se matérialiser sous forme de week-end ou autre chose ou même de soirée, mais vraiment de reposer assez régulièrement, pas forcément tous les mois, hein, mais je pense que tous les 6 mois, c'est bien quand même de peut-être se poser et dire, OK, on a fait ça déjà. Moi, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça, et c'est comme ça qu'on peut avancer au quotidien. Et bon, je pense effectivement, moi, j'aime bien le coup des week-ends, tu vois, où tu peux te mettre, tu cloues une maison sympa, t'en profites, et c'est un peu le week-end boulot, mais où tu peux faire aussi autre chose, tu vois. C'est le côté team building, mais c'est plus associate building Mm. et partner building. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont hyper importantes, vraiment, de faire perdurer cette vision, de la faire évoluer, hein, parce que c'est ça qui va jouer. Et il y a aussi un autre point pour moi qui est important, c'est celui du travail. J'ai du mal à accepter qu'il y ait une personne qui travaille moins que moi, et je me sentirais très mal à l'aise, d'ailleurs, qu'une personne travaille plus que moi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je trouve, être assez aligné dessus. Moi, la manière, en fait, en tout cas, dans laquelle je fonctionne, si jamais je devais trouver un associé, c'est que je fonctionne beaucoup à titre personnel sur tout ce qui est OKR. Tu vois ce que c'est ou pas? C'est en gros, c'est des objectifs que tu te fixes, les grosses boîtes type Google, etc. Mm. Ils fixent des gros objectifs en fait par an à leurs employés et il faut qu'ils débloquent ces objectifs-là. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ils autonomisent beaucoup leurs employés en leur disant, bah, on n'est pas derrière toi. Genre, à la fin de l'année, il faut que tu aies fait tant de chiffre d'affaires. Et bah, au regard de ton périmètre, maintenant, à toi de le mettre en place et on va faire des points régulièrement pour savoir si justement tu obtiens ces OKR. Et évidemment, derrière, j'imagine qu'il y a des primes en plus qui sont adaptées à la réalisation des OKR et au dépassement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Moi aussi, je me fixe des OKR en fait par année. Et enfin, tu vois, le fait qu'on ait une newsletter, finalement, ben, là aujourd'hui, j'ai pas d'OKR en fait parce que j'ai pas dont j'ai parlé parce que j'ai pas d'associé. Mais tu vois, j'en ai déjà parlé dans ma newsletter des choses que je voulais faire. Je me suis engagé par rapport aux personnes qui me lisent et avec qui je discute régulièrement. Donc, je pense que ça, c'est des choses pour moi qui sont importantes, en tout cas pour arriver à gérer son association au quotidien. Ça n'empêche pas le fait que dans tous les cas, tu vas t'embrouiller. Il y a des moments, tu vas avoir des moments où tu vas être plus faible. Il y aura des moments de down. Il va falloir supporter ton associé. Peut-être que je pense ce qui est bien, c'est que le télétravail fait
fait en sorte que tu n'es pas obligé forcément de te voir tous les jours non plus. Et du coup, ça crée peut-être aussi ce fait qu'il n'y ait pas non plus cette routine quotidienne. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà ce que moi, j'avais en tête rapidement. Est-ce que toi, tu as des idées aussi sur… Globalement, respect, équilibre des tâches ou en tout cas communication complètement transparente parce que communication, moi, ouais. ça m'est arrivé, tu vois, d'avoir des périodes où je travaille beaucoup moins, où une associée travaille moins. En fait, c'est pas grave si c'est communiqué, Voilà. c'est pas grave si c'est validé ensemble. Par exemple, tu vois, avec Edouard, ben, depuis que j'ai Dot Market, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à l'édition de site. Euh, et pourtant, on est à 50-50, tu vois. C'est pas très fair. Bah, si, finalement, on l'a réglé en lui attribuant une rémunération qui est plus élevée que la mienne. Ce qui est fair vu qu'il y passe plus de temps. Donc, c'est quelque chose qu'on a discuté et sur lequel on est tombé d'accord. Bah, très bien, on rémunère le fait que tu aies plus de temps et que moi, je me sois bâti un projet à côté qui me prend de l'énergie et des choses comme ça. En rééquilibrant la rémunération ou en faisant des trucs, tu vois, qui financièrement ou vont créer une reward pour la personne qui passe plus de temps. Mais après, c'est sûr que ça s'entretient. Euh, il faut avoir la même vision, mais en même temps, cette vision, elle peut évoluer au fil du temps, au fil des années, au fil des envies. Et c'est là que, évidemment, avoir un pacte d'associés solide peut te permettre d'éviter les ennuis dans le futur, ou en tout cas, pas forcément d'avoir des ennuis, mais tu vois, par exemple, je sais pas, moi, aujourd'hui, tu es aligné avec quelqu'un, et puis en fait, dans 5 ans, toi, tu as envie de continuer à fond l'aventure, et l'autre personne, elle en a marre de ce projet, ça la motive plus du tout, et Ouais. vous êtes bloqué à 50-50 ou peu importe, bah finalement, c'est pas un vrai problème si vous avez un pacte d'associés qui prévoit comment partir tranquillement de la boîte avec une période de transition qui est OK pour la boîte, des conditions financières qui sont OK pour la boîte et la personne qui part, et ainsi de suite. Et voilà, et gérer son association sur le long terme, ça passe aussi, je pense, par avoir justement ce pacte d'associés qui fait que quand tu passes par des périodes de doute, tu Ouais. peux avoir confiance dans le fait que tu as créé quelque chose de solide et tu as créé quelque chose qui ne va pas partir en sucette à la moindre discussion parce que tu n'as pas pensé à anticiper ces problèmes potentiels. Ok. Bon, là, je pense qu'en tout cas, on a des bonnes premières bases pour, euh, pour, euh, pour démarrer. En tout cas, je ne sais pas si vous allez trouver votre associé, en fait, grâce à ça. Mais moi, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Kevin, tu vas rajouter Je pense qu'on a fait le des trucs tour. où on s'arrête là. Il est 1h32. En règle générale, on essaie de rester à 1 heure. Mais là, on a un peu dépassé parce que c'est un sujet qui nous plaît bien, en tout cas avec Kevin. Et je pense que si vous êtes entrepreneur, c'est forcément des sujets que vous avez vous-même évoqués. Peut-être que vous avez une vision qui est un peu la même que la nôtre ou diamétralement opposée. Ça nous intéresse de le savoir en commentaire ou même venez nous parler sur LinkedIn, si jamais ça vous intéresse. Je vois que Kevin a un peu bugué dessus, donc je vais terminer cette vidéo directement en vous remerciant en tout cas pour l'attention que vous nous avez donnée, puisque c'est bon, t'es revenu, Kevin. Merci Yes. beaucoup. Si vous êtes resté jusqu'à 1h32, force à vous. Bravo. Merci beaucoup. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver donc, cet épisode sur YouTube, sur Spotify. Voilà, si ça vous intéresse de vous abonner, d'avoir les prochaines vidéos. Avec Kevin, on sort en fait une vidéo toutes les 2 semaines au sujet de business no code et d'entrepreneuriat. C'est vrai que de plus en plus, on fait ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore pour votre écoute. Et puis, Kevin, moi, je te dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ça marche? Yes, parfait. Merci Noël, merci à tout le monde et à la prochaine. À plus. Ciao. Bye. Ouais.